Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Milena. Bonjour Milena. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, qui es-tu? Carrément. Alors, donc, je m'appelle Milena, comme tu viens de le dire. J'ai une marque de patron de lingerie qui s'appelle Eclipse Lingerie Studio. Je fais aussi des ateliers de couture de sous-vêtements, bien évidemment. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Mon atelier lingerie, qui est un livre de patron et de couture, toujours de lingerie. Très bien, aux éditions Et voilà. La Plage. Aux éditions La Plage, oui, tout à fait. Super. Bravo. Comment est-ce que tu en es arrivée là? C'est quoi ton parcours? Alors, c'est une très bonne question parce que mon parcours, il n'a pas du tout été linéaire. Dans le sens où, en fait, j'ai toujours voulu faire de la couture et j'ai toujours été assez intéressée par la lingerie, mais c'était pas du tout un projet professionnel au début, sachant que déjà, moi, j'ai passé un bac général. Après, j'ai fait une fac de lettres, de lettres de théâtre d'ailleurs, où j'étudiais des textes de théâtre et tout, donc rien à voir avec avec la lingerie. Mais justement, quand j'ai fait ça, je me suis dit bon, c'est bien gentil, mais en fait, j'ai envie de faire un truc avec de mes mains. Et du coup, j'ai commencé à regarder les écoles de couture, etc. Et c'est là que je me suis dit, j'ai trop envie de faire de la lingerie. Sauf que, en fait, j'ai pas trouvé de formation parce que les formations, déjà, trouver des formations professionnelles quand tu es sorti, enfin, quand tu as déjà le bac, etc., c'est très compliqué. Sinon, c'est des écoles privées qui n'étaient pas du tout dans mon budget. Oui. Du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, t'étais dans une fac de théâtre, bah, va faire des costumes. Oui. Ça reste de la couture, tu vois. Du coup, j'ai fait une formation qui s'appelle un DTMS, dans les costumes. Après, j'ai travaillé pas mal de temps dans le théâtre, en habillage. Et après, j'ai fait une formation en corset, formation professionnelle, en me disant, bon, bah, finalement, c'est le plus proche que je puisse trouver de la lingerie. C'est ça. Et après, du coup, j'ai appris à faire de la lingerie un peu toute seule dans mon coin, en cousant des culottes absolument pas portables et des soutiens-gorge super bizarres pendant longtemps. Et après, j'ai encore fait des formations en Angleterre, D'accord. à distance, en modélisme de soutien-gorge à armature, en gros. D'accord. Et ça, c'est Voilà. des formations en Angleterre qui sont des formations professionnelles que on peut trouver, enfin, qui font partie des cursus anglais de formation. Ouais, en fait, c'est une université. Alors, je me souviens pas hyper bien du contexte, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais si je me souviens bien, en fait, la personne qui donne ces cours-là est un professeur dans une université en Angleterre où il y a un cursus lingerie, modélisme de lingerie. Et pendant les vacances scolaires, par exemple, pendant les vacances scolaires, il ouvre certains modules de ce cursus-là aux gens qui ne sont pas inscrits à l'université. Et D'accord. si tu parles bien anglais et que tu lui envoies d'autres mails, tu peux le faire à distance. D'accord. Où il t'envoie les cours, tu fais les devoirs, t'as de la visio. Enfin, c'est assez cool. Super. Génial. Et ça, voilà. Ça, par rapport à ton expérience personnelle liée la formation corset et toi, tes expériences et tes tests perso, tu t'es rendu compte que c'était plutôt dans le juste ou est-ce que tu t'es dit, oh là, j'étais complètement à l'ouest et ça a posé vachement de base? De faire la formation après m'être auto-formée, en gros. Ouais. Ça a plutôt, je dirais que ça a confirmé certaines choses et surtout ça répond à beaucoup de questions que. En fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de s'auto-former parce que je trouve que quand tu fais une formation, on t'apprend une manière de faire. Tout à fait. Quand tu te formes toi-même, t'apprends 12 manières de faire et finalement, tu fais le tri, quoi. Tu vois, il y a des trucs, tu sais, ok, ça marche pas, ok, ça marche. Par contre, tu perds énormément de temps parce que c'est très long tout ça. Tout à fait. Et des fois, il y a t'as des questions. Et en fait, le livre, il peut pas te répondre si la réponse, elle est pas dedans, quoi.
Donc c'était surtout pour avoir des fois des réponses à des questions super bêtes, mais au moins mais t'as une réponse quoi. Mais Ouais. sinon c'était plutôt dans le juste et c'était plus pour aussi me rassurer dans le sens où des fois t'as aussi besoin que quelqu'un qui fait ça depuis longtemps te dise oui c'est bon, tu vas dans la bonne direction et c'est comme ça qu'on fait quoi. Ouais, tu gagnes en Même si t'as essayé et que pour légitimité. toi ça marche quoi. Ouais. Ouais. Bon, super. Et pourquoi la lingerie particulièrement? Et ben, je pense il y a plein de raisons. Déjà, en tant qu'objet, je trouve ça super beau. J'adore, moi j'aime bien la dentelle, voilà, je trouve que c'est des pièces que je trouve jolies. Et je pense que ça a marché sur moi enfin, marché. J'aurais pu essayer. Et finalement, ah oui, bon, j'aime bien la lingerie, mais j'aime pas en faire. Ouais. Je pense que j'adore en faire parce que c'est une manière de travailler qui me correspond. Dans le sens où c'est des petites pièces, alors faut être très précis, mais ça dure pas longtemps. Ouais. Tu vois, c'est ta couture enfin tu vois, si elle fait 20 centimètres, c'est le bout du monde. Ouais. Du coup moi On j'aime n'est bien, pas voilà, sur des longueurs rideau, quoi. voilà, c'est ça, tu vois, genre des fois quand les rares fois où je me fais des vêtements, c'est la dernière fois j'avais fait une jupe cercle avec l'ourlet, mais ça met 1000 ans et demi quoi. C'est clair que Alors c'est là. pas très compliqué, mais alors c'est fou. Voilà quoi. Là voilà, c'est des toutes petites pièces et on change tout le temps d'étape, etc. Donc moi c'est aussi une manière de travailler que j'aime beaucoup. Très varié. Ouais. Mm. C'est varié, c'est ça, ouais, voilà, ça change. Et puis aussi, c'est des projets qui peuvent être terminés assez rapidement, dans le sens où, au pire du pire, un soutien-gorge compliqué, mais vraiment, dans le pire des cas, en une journée, c'est fait, quoi. Ouais. Tu vois, alors que, je sais pas, un manteau, tu le fais pas en une journée, c'est pas possible, quoi. C'est sur Non. plusieurs jours, tu Mm. vois. Une culotte, là, en 2 heures, et en 2 heures, c'est vraiment, avec la découpe du patron, tu sais plus où sont tes élastiques, t'hésites entre le tissu, enfin voilà, tu vois, Ouais, ça peut être c'est rapide. argument numéro 1 si vous avez envie de vous mettre à la lingerie, quoi. La Ah, mais classe. carrément. Et C'est hyper satisfaisant au début, quoi. Tu vois, oui, c'est, voilà, en 2 heures, mon projet, il est terminé. bah oui, ça a un côté très très Mm. addictif après. Ça peut Carrément. Ah oui, ça complètement, ouais. se refaire une garde-robe culotte. Mm. Comment est-ce que t'en es passé enfin, ton parcours ensuite, t'as commencé directement des patrons. C'est ou est-ce que t'as eu envie de vendre est-ce que t'as pensé à une marque de lingerie ou comment ça s'est fait dans ta tête ce partage en fait ou le fait Et d'en vivre, comment t'en es en venu à ça quoi en fait? alors, au tout début, je faisais pas du tout de patron, je faisais pas du tout des ateliers, je faisais de la lingerie pour des gens. Enfin, j'avais une marque de lingerie et j'avais un blog aussi dans lequel je parlais un peu de comment, enfin, de ma vie de bonjour, j'ai une marque de lingerie. Et de mes recherches de tissus, de qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Enfin voilà, je parlais un peu de tout ça et du coup j'avais pas mal de gens qui me demandaient de comment faire de la lingerie. Ah et du coup t'as pas un patron. Puis à un moment j'avais fait un petit patron que j'avais mis gratuit sur mon site et en fait ça marchait à fond et du coup j'ai fait je vais écrire un petit peu plus d'articles techniques, tu vois, de couture, de comment coudre des élastiques prépliés, des choses comme ça. Et ça marchait hyper bien. Et moi, j'aimais beaucoup, j'aimais bien parler de ça parce que, en fait, mais je pense que pas mal de gens sont comme ça. Pour moi, d'expliquer quelque chose, c'est une manière pour moi de l'intégrer. Si j'arrive à l'expliquer, Bien sûr. c'est que j'ai acquis, tu vois. Ouais. Du coup, pendant longtemps, ça a été ma manière à moi de confirmer mes acquis, si tu veux. De t'auto-valider. Et voilà, c'est ça. Et ça a intéressé pas mal de gens. Et en fait, c'est petit à petit, j'étais là, tiens, ce patron-là, c'est vrai qu'il est assez chouette. Du coup, moi, je l'ai pas mal utilisé. Du coup, voilà, je vais voir si les gens ont envie d'acheter un patron de culotte, tu vois. Et les gens avaient envie d'acheter un patron de culotte. Parce qu'à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de, il y avait quasiment pas de patron de lingerie. Je crois qu'il y avait, quand j'ai commencé à faire des patrons, je crois qu'il y avait que Barbara de Je fais mes dessous, tu vois. Enfin, en France. Ouais. Si je me souviens bien, il y avait peut-être d'autres marques, mais je me souviens pas. Et puis voilà. Et en fait, c'est petit à petit. Je continue à faire de la lingerie à côté. Je faisais de plus en plus de patrons. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à faire des ateliers. Et après, je travaillais encore à côté de temps en temps dans le théâtre. Après, je travaillais à côté dans un bar de nuit pour pouvoir avoir la journée pour coudre et tout ça.
Et c'était très fatigant. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. C'est là. Bon, en fait, il faut faire un choix. Il y a un moment, il faut dormir. Il y a un moment, il faut dormir et surtout à un moment, si tu veux te consacrer à 100% à ta boîte, il faut que tu aies 100% de ton temps de travail dédié à ça. Si tu restes toujours sur du 50%, ça sera toujours du 50%. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai arrêté mon boulot alimentaire et voilà. Du coup, ça m'a permis de faire plus d'ateliers. Et après, au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté la partie confection de lingerie. J'ai changé de nom de marque. C'est devenu Eclipse Lingerie Studio. Et puis voilà. Super. Voilà. Et pourquoi le changement de nom, il était... Alors, moi j'adorais ton ancien nom. Est-ce que c'était un choix en disant je réoriente mon travail vraiment sur ça, ou c'était parce que t'étais plus sur la confection sur l'autre nom, ou comment ça s'est passé ce changement de nom? Il y a un peu plusieurs choses en même temps. Alors déjà l'ancien nom, donc c'était Monsieur est une traînée. Et la première chose, c'est que je me suis rapidement rendu compte que les personnes qui m'achetaient de la lingerie n'étaient pas du tout les mêmes personnes qui m'achetaient des patrons. D'accord. Et les personnes qui m'achetaient de la lingerie, la plupart du temps, kiffaient le nom, ça les fait beaucoup rire, etc. Et les personnes qui achetaient des patrons, c'était 50-50, c'était très mitigé. Et par exemple, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit par exemple qui était une dame qui a un magasin de couture à Grenoble, qui m'a dit moi j'adore ce que tu fais, mais je sais que mes clientes je pourrais pas leur vendre des patrons avec ce nom-là, tu vois. D'accord. C'était très clivant en fait. Voilà. Et du coup je me suis dit bon, d'une part à un moment si tu veux que ça soit ton travail, en fait il faut que ça soit en accord avec les personnes qui achètent des patrons, normal. Et en plus de ça, je voulais aussi bien séparer les deux activités, donc l'activité de confection et l'activité de patron. Donc je te la très bien, comme ça j'aurais deux marques séparées pour deux activités et deux publics différents. Oui. Et puis avec le temps, c'est aussi que quand tu vois j'ai créé ma marque de lingerie, j'étais beaucoup plus jeune. Je pense que je me suis lassée en fait, tout simplement. Tu vois, c'était rigolo, c'était fun, et puis en fait, ça a perdu pour moi de son originalité. Oui, Et en comme même de temps, toute façon, je voulais plus. Après, j'ai décidé d'arrêter l'activité de confection. Voilà, c'était. ça a été logique, fluide, le passage de l'un à l'autre. Voilà, exactement. Bon. Et aujourd'hui, tu fais des ateliers à quelle fréquence? Ça fait partie de ton activité, c'est ponctuel ou c'est très toutes les semaines ou... Alors, c'est pas toutes les semaines. C'est au minimum une fois par mois. D'accord. Et des fois plus parce que, par exemple, j'en fais dans mon atelier à Grenoble, mais j'en fais des fois à Marseille. J'en fais de temps en temps à Paris, puis de temps en temps dans d'autres lieux ailleurs en France. Du coup, par exemple, souvent quand j'ai un atelier qui n'est pas à Grenoble, c'est possible que le même mois, j'ai aussi un atelier à Grenoble. D'accord. Mais sinon, c'est à peu près une fois par mois parce que généralement, je les fais le week-end. Oui. Et que je vais pas travailler j'ai pas envie de travailler tous les week-ends, en fait. Concrètement. Ce qui est assez logique. Mais oui. Et donc, c'est une journée ou c'est tout le week-end, les ateliers que tu proposes? C'est une journée. D'accord. Alors, je fais de temps en temps des ateliers à la demi-journée pour faire un modèle simple, tu vois, par exemple une culotte ou un soutien-gorge triangle. Généralement, c'est à la journée. Et peut-être l'an prochain, je vais essayer de faire ça sur un week-end où, par exemple, mais c'est une idée comme ça, c'est pas du tout sûr que je le fasse, où je me dis, tu vois, tu fais samedi, dimanche, et samedi, on fait par exemple la culotte, et on commence le soutien-gorge à armature, et puis le dimanche, on fait le soutien-gorge à armature, on le finit, on a le temps de faire de l'essayage et de voir les ajustements. Parce qu'en fait, quand tu fais le soutien-gorge à armature, donc on le fait sur une journée, c'est sport, ça se fait, tu vois, mais c'est des journées qui sont quand même intenses, bien complètes. Et du coup, on a le temps de faire un essayage rapide, de voir les ajustements, mais c'est très très rapide. C'est oui, alors du coup, tiens, ce serait peut-être bien si tu décales les bretelles de 5 cm, non pas du tout, de 5 mm, tu vois. Et puis on y va parce qu'il est 20h et que tout le monde est crevé, quoi. Du coup, je me dis que sur 2 jours, ça peut être une formule un petit peu différente et plus détente. Et du coup, ça permettrait de faire un bas assorti. Oui, avec plus d'accompagnement aussi, vraiment sur le fit. Ouais.
Ce qui est ce pourquoi sûrement les gens viennent te voir. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens... est-ce qu'il y a besoin d'une raison d'ailleurs, mais est-ce que tu as remarqué que ton public était... comment dire? Est-ce qu'il y avait une raison ou une envie particulière? Pourquoi ils viennent te voir, toi, pour les stages armature? Je dirais qu'il y a trois catégories, on va dire, grosso modo. La première catégorie, c'est des personnes qui vont... Alors, c'est pas du tout par ordre d'importance ou il y a plus de gens, c'est l'ordre dans lequel j'y pense. C'est des gens qui font déjà beaucoup de couture et qui sont intéressés par la lingerie c'est un peu un défi technique. Ouais. Tu vois, elles cousent beaucoup, elles ont fait beaucoup de choses et c'est un peu le seul domaine qu'elles ont pas encore fait. Du coup, ça les intéresse beaucoup parce que c'est enfin quelque chose de nouveau. D'accord. C'est un petit challenge technique Super. Elles ont envie de cocher la case, j'ai fait mon soutien-gorge. La deuxième catégorie, on va dire que c'est des gens qui sont intéressés par la lingerie en soi, qui ont envie de se la fabriquer. Et c'est souvent une volonté aussi d'être plus autonome sur la manière de consommer des vêtements, des sous-vêtements, tu vois. J'ai envie de savoir faire ma lingerie. Et choisir sûrement ses couleurs, ses dentelles, etc., quoi. Voilà, et du coup, et puis aussi j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté d'être autonome, tu vois, d'accord. là-dessus. Ouais. Et troisième catégorie, ça va être, je trouve pas ce qui me va dans le commerce parce que j'ai pas une morphologie standard et ou j'ai pas des goûts standards. Ouais. Et du coup, je veux apprendre à faire moi parce qu'il faut bien que je porte un soutien-gorge et que ça me fait tout le temps mal. Du coup, il y en a marre. Oui. Et qu'il n'y a pas de raison, on le redit, que ça fasse mal. Exactement. Sur justement cette question du standard, toi, comment t'as fait tes choix de taille et est-ce que tu sens que tu peux accompagner toutes les poitrines et toutes les fesses, on va dire? Alors, toutes les fesses, c'est oui, parce que ça, c'est beaucoup plus facile dans le sens où t'as beaucoup moins, t'as pas la notion de maintien dans une culotte, tu vois, une culotte, il faut que tu sois bien dedans, il faut que tu la trouves jolie, il faut qu'elle recouvre ce que tu as décidé de recouvrir. Oui. Mais voilà, c'est à peu près tout. Pour un soutien-gorge, c'est beaucoup plus compliqué. Et est-ce que je peux accompagner toutes les poitrines? Je pense que oui, mais par contre, si en atelier, oui. En atelier, oui. Après, je t'avoue que j'ai jamais non plus rencontré de personnes où je me suis dit, qui avait vraiment une morphologie où je me suis dit, ça va être très compliqué, tu vois. Donc ça veut dire qu'a priori, tu peux. Ouais, après, c'est pas forcément du premier coup. Par exemple, si quelqu'un arrive avec, parce que, alors attends, je remonte mon petit fil. Quand je fais un patron, qui ne va pas forcément être pour les ateliers, que je fais un patron que je vends, je ne fais pas pour les soutiens-gorge, je ne fais pas des tailles, je fais pas toutes les tailles parce que tous les modèles ne sont pas adaptés à toutes les poitrines. Tu vois. Ça c'est posé. Voilà. Et je parle pas forcément je parle pas du tout en termes d'esthétique parce que ça, tu peux porter ce que tu veux si ça te plaît. Oui. Je parle en termes de maintien, par exemple, un soutien-gorge triangle. Si tu as une forte poitrine, ça va être très joli, mais par contre, tu vas pas courir derrière ton bus, quoi. Tu vois ce que je veux dire avec... Je vois parfaitement. À un moment, tu vois, et moi, j'ai pas envie de vendre un patron où je dis, oui, je le fais dans toutes les tailles, et en fait, toutes les personnes qui font un bonnet, par exemple, en fait, elles sont toutes hyper déçues parce qu'elles s'attendent à un truc qui les maintient, et en fait, ça marche pas. D'accord. Tu vois, faut être... moi, je pense qu'il faut être honnête sur ce que tu fais et sur ce que tu peux faire. Ouais. Et pour les soutiens-gorge avec armature, c'est plus le problème est pas tant dans le patron que je peux faire, le problème est dans les armatures que je peux trouver. Parce que alors il y a un problème de trouver des armatures en grande taille tout court, qui est déjà pas très évident. Et surtout, moi je trouve que les armatures, à partir d'une certaine taille, elles sont mal gradées, dans le sens où elles sont gradées en largeur et en hauteur, mais trop en largeur et pas assez en hauteur. Du coup, sur certaines personnes, ça te fait que tu te retrouves avec une armature qui vient qui arrive limite au milieu du dos. Ouais. Tu vois. La hauteur, elle est pile poil, quoi. Il faudrait pas moins.
D'accord. Du coup, il faudrait, voilà, j'essaye de trouver un moyen de trouver des armatures qui soient plus adaptées pour les bonnets vraiment profonds, pour pouvoir proposer un patron Oui. adapté. Parce que en fait, je peux pas, enfin pour un soutien-gorge à armature, si je fais un patron, il faut que les personnes qui achètent le patron puissent trouver les fournitures pour le faire. Donc si je fais un patron pour une armature qui n'existe pas, Ça va pas ben être c'est possible. compliqué. Voilà. Tu vois. Donc en atelier, on arrive à, j'ai la personne en face, on prend des mesures. Elle vient souvent, je leur dis souvent de venir avec un soutien-gorge qui leur va. Comme ça, on peut voir. On essaye des choses. Et pour les personnes avec des grands bonnets, quand elles viennent en atelier, je les préviens à l'avance. Je leur dis, on va te faire un soutien-gorge. Clairement, tu repartiras avec un soutien-gorge. Je te garantis pas qu'il taille du premier coup, D'accord. parce que ça demande des ajustements pour tout le monde quasiment. Ouais, alors après, généralement, tu vas avec un soutien-gorge qui est largement portable, hein, tu vois, c'est des ajustements, c'est si tu veux vraiment le fit parfait, Oui. très souvent, tu dois ajuster des petites choses, tu vois. Mais Oui. ce qui veut pas dire que ton soutien-gorge, tu vas pas du tout le porter, il va pas t'aller. Oui. Tu vois, C'est qu'on peut faire encore mieux. voilà, pour le nain, par contre, c'est plus compliqué. Parce que il faut vérifier que la forme taille, que le maintien taille, qu'on a pris les bons matériaux, parce que le choix des matériaux, il est hyper important pour les bonnets plus profonds. Ouais. Donc ça fait beaucoup de paramètres Ouais. où oui, c'est pas toujours du premier coup que ça va aller, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas en faisant des ajustements. Je voudrais revenir sur les armatures. Euh, En fait, une armature, elle mesure quoi? En fait, c'est quoi le principe de l'armature et comment on l'a choisi vite fait? Enfin, les critères de recherche, c'est parce que tu parlais de largeur, de Alors, hauteur. ouais. Bah, en fait, quand tu couds un soutien-gorge avec armature, quand tu achètes ton patron, tu dois avoir à l'intérieur de ton patron une charte avec la forme des armatures que tu dois acheter. D'accord. Tu vois? Parce qu'en fait, toutes les armatures ont une forme différente qui correspond au modèle de soutien-gorge. Euh, soutien-gorge corbeille, il va avoir des armatures assez hautes sur les côtés. Un Ouais. soutien-gorge push-up, il va avoir une armature qui est très basse à l'avant parce que tu as un décolleté plus plongeant, Ouais. tu vois. Et en fait, bah enfin, il y a plein de sortes d'armatures différentes. Donc moi, généralement, je fais très simplement, je regarde quels sont les modèles d'armatures que les gens peuvent acheter au détail, et tu fais ton patron en fonction. D'accord. Et du coup, quand tu achètes un patron, voilà, tu dois avoir une charte avec le gabarit de toutes les armatures dans toutes les tailles. Et comme ça, quand tu achètes ton armature, tu la poses sur ta feuille et tu vérifies qu'elle est bien à la bonne taille et qu'elle a la bonne forme. D'accord. Et il y avait un deuxième point à ta question, mais j'ai oublié ce que c'était. En fait, donc l'armature que tu achètes, elle correspond à celle du gabarit, ça, ok. Et j'ai bien compris que tu partais de l'armature pour créer un modèle parce que justement, il était pensé en termes d'ouverture de bonnet et de placement sur tous les éléments à partir de l'armature. Mais l'armature, en fait, Ouais. la hauteur peut-être sur les côtés, etc. En quoi en quoi c'est garant du maintien, en fait. Ah, d'accord. Tu veux dire quel est enfin, à quoi sert l'armature en Oui, gros? en fait, on peut dire ça plus simplement la question. Alors, bon, ça sert à plein de trucs. Pour faire rapide, ça sert à faire en sorte que, en fait, ton bonnet, il est en tissu, donc Oui, c'est souple. Donc l'armature, déjà, elle permet au bonnet de garder sa forme, oui, tu vois. Donc, du coup, plus il y a de poids dans le bonnet, si tu veux, mieux enfin, plus il va se déformer. Donc l'armature permet au bonnet de garder la forme que la personne qui a fait le patron a décidé que le bonnet devait avoir. d'accord. Et aussi, ça permet de séparer la poitrine. Parce que si tu prends un soutien-gorge sans armature, tu peux avoir un très bon maintien avec un soutien-gorge sans armature, ça c'est si tu as des bons matériaux, une bonne coupe, etc. Par contre, les soutiens-gorge sans armature, ça a tendance à compresser la poitrine, tu vois, Oui, pour maintenir justement, comme ta brassière de sport. Et du coup, tu n'as pas cet effet, le galbe est différent en fait. d'accord. Surtout visuellement, tu n'as pas les deux seins séparés. Tu vois, Oui, ça fait plus un monobloc. Les armatures, ça permet du coup de venir, tu vois, séparer chaque sein, de le maintenir dans son bonnet
et en théorie que personne ne bouge une fois que c'est fait. Très bien. Et donc, j'imagine que quand on prend un patron, ou sur ton blog, ou sur le livre, il y a toutes les informations sur comment choisir sa taille, en fait. Oui. Alors après, c'est pour un soutien-gorge à armature, je dis toujours, là, quand tu te mesures pour trouver ta taille, il faut pas prendre ça comme une vérité absolue, il faut prendre ça comme un point de départ. D'accord. Parce que la manière la plus courante de se mesurer pour un soutien-gorge à armature, avec ton tour de dessous de poitrine pour trouver ta taille de dos. Donc ça, généralement, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pour la taille de bonnet, c'est en mesurant la différence entre ton tour de poitrine et ton tour de dessous de poitrine. D'accord. Ça marche dans le sens où ça te donne une taille relativement correcte, mais les mesures, ça dit pas tout. Ça, surtout pour la lingerie, surtout pour les soutiens-gorge, parce que par exemple, quelqu'un qui va être très très musclé et quelqu'un qui va avoir la chair plus molle, même si tu fais la même mesure, tu vois tu Oui. mesures exactement la même chose en centimètres, peut-être que tu vas pas faire la même taille parce que du coup tu vas avoir la chair plus ou moins compressible. Du coup, tu vas prendre une taille plus ou moins petite pour pallier à ça. Il y a aussi que, en fait, sur un soutien-gorge à armature, on décide un peu que telle armature va avec telle profondeur de bonnet. D'accord. Mais que, il y a des gens qui n'ont pas la forme de sein qui correspond à ça, donc qui ont besoin d'une armature qui est en fait plus petite ou plus grande que leur profondeur de bonnet, tu vois. Donc ça peut changer la taille ou tout simplement ça veut dire qu'il faut que tu fasses des ajustements. Tu vas avoir des personnes avec la poitrine plus ou moins resserrée, plus ou moins écartée. Enfin voilà, il y a aussi juste les préférences personnelles, si t'aimes bien être à l'aise, pas à l'aise. Il y a la forme de la poitrine, si tu as plus de chair sur le dessus du sein que sur le dessous du sein, tu vas pas des fois prendre la même taille, même si les mesures sont les mêmes. Ça va pas non plus être la même forme de soutien-gorge qui va t'aller. Enfin bon, il y a plein de paramètres à prendre en compte que tu ne peux pas mesurer en fait. Donc voilà, toute mesure de taille, c'est un point de départ. Ouais. C'est pas deux mesures générales qui vont définir tes seins, quoi. Oui, non mais voilà. Ok, la première chose que tu vas essayer, c'est cette taille-là. Oui, c'est un point de départ, c'est ça. Et après, voilà. Et après, en fonction du résultat, on va voir. Après, généralement, en vrai, ça marche quand même pour la plupart des gens. Hein. Mais c'est pas garanti, tu vois. C'est pas aussi simple que tu fais tant de centimètres de tour de taille, du coup, si tu fais une ceinture à la bonne mesure, ça va t'aller, tu vois. C'est un peu, c'est plus subtil. Après, je tiens juste à préciser que c'est là, c'est vraiment pour les soutiens-gorge avec armature. Pour les soutiens-gorge sans armature, vu qu'on est souvent sur des matériaux extensibles, oui, ça laisse une marge de manœuvre plus grande. Et moi, je sais que je leur dis, tu vois, vous prenez pas trop la tête sur la taille du soutien-gorge sans armature, dans le sens où ça va vous aller. Ouais. Après, ça sera peut-être, ce sera un peu plus couvrant, un peu moins couvrant que ce qu'on aimerait, mais tu pourras le porter, c'est sûr. J'avais envie de savoir, toi, comment, quand on pense lingerie, on pense rapport au corps, féminité. Comment est-ce que toi, personnellement, ça te parle et comment est-ce que comment ça se traduit, toi, dans ta communication et comment est-ce que toi, tu le vis avec tes clientes, en fait, ou tes clients? Vaste question. C'est une vaste question. J'ai plein de choses à dire sur le sujet et du coup, je sais pas vraiment par où pour commencer. Je pense que c'est un sujet sensible pour beaucoup de personnes. Et du coup, moi, les gens qui viennent me voir, tous pour une chose différente. Et ils attendent ils cherchent quelque chose de différent de leur lingerie. Ouais. Et des fois, c'est pour se sentir mieux dans leur corps, des fois pas. Et en fait, c'est pas à moi de leur imposer ma vision de la lingerie. Ouais. Pour moi, c'est un truc, c'est hyper personnel. En plus de ça, il y a plein de discours que moi je déteste autour de la lingerie de manière générale. Tu vois tous les trucs de révéler ta féminité ou quoi. Enfin, je trouve ça, moi, ça me parle. Le féminité, je le trouve un peu pour en général de toute façon, parce que ça englobe plein de choses qui, moi, ne me parlent pas. Et après, si ça parle à des gens, en fait, c'est génial. Et si ça leur permet d'être plus à l'aise dans leur corps, c'est super.
Mais c'est pas à moi de leur dire ta lingerie, ça va te permettre d'être bien dans ton corps, parce qu'en fait, c'est pas vrai pour tout le monde. Enfin, tu vois. Tout à fait. Donc voilà, j'essaye de pas, en fait, volontairement, je parle pas trop de ça, parce que j'ai pas envie d'imposer un truc. D'accord. Après, ce que j'essaye de faire, tu vois, c'est, en fait, pour moi, la représentation, c'est très 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 important. Dans le sens où on a tous été des ados qui voient toujours le même style de corps dans les magazines et où tu te dis attends, moi je suis pas normale parce que je ressemble pas à ça, donc spoiler alert, personne ne ressemble en fait aux filles dans les magazines, même pas les filles dans les magazines. C'est ça. Du coup voilà, moi ce qui est important pour moi, c'est quand je fais des photos, parce que je fais pas ultra souvent, mais quand j'en fais, c'est de montrer des gens juste variés, tu vois, pas toujours montrer le même style de corps. Parce que moi, c'est pas ce que j'aime voir, donc je pars du principe que c'est pas ce que les gens aiment voir non plus. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je sais pas comment dire. C'est important pour moi. C'est un truc super important pour moi. Mais de pas imposer ma vision aux gens. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Non, mais c'est intéressant comme façon de faire, c'est-à-dire que souvent quand on vend un produit ou quand on a une marque, on essaye de vendre ou des valeurs ou qu'est-ce l'expérience consommateur, j'ai envie de dire de son produit. Et c'est vrai qu'en lingerie, ça pourrait être si vous faites de la lingerie, vous allez vous sentir au top ou quoi. Et c'est tellement personnel que finalement toi c'est canevas blanc et c'est bien aussi en fait, c'est chacun peut venir y chercher ce qu'il souhaite quoi. C'est ça, en fait si tu veux Oui, ça en devient une injonction. Exactement, c'est faire de la lingerie pour se sentir bien dans son corps, ça devient une injonction. Il faut absolument que tu sois bien dans ton corps et c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Enfin, tout à fait. Ça devient hyper. Du coup, si tu te sens pas bien dans ton corps, c'est ta faute. C'est toi qui as pas fait ce qu'il fallait, voilà. Et puis aussi, ça reste pour moi un discours qui est quand même axé sur l'apparence. Et en fait, j'en ai marre de parler tu vois, de dire il faut tous être bien dans son corps, il faut tous se sentir belle. Ben, ça reste une injonction à la beauté. Enfin, ça reste une injonction. Et en fait, c'est gonflant. Tout à fait. Du coup, tu vois, t'as le droit. En fait, t'as le droit d'être pas bien dans ton corps et de te faire de la lingerie. T'as le droit d'être bien dans ton corps et de te faire de la lingerie. T'as le droit de te faire des sous-vêtements et ça va t'aider. Et t'as le droit de faire des sous-vêtements et ça va pas t'aider. Et c'est pas grave, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, voilà. C'est ma vision du truc en fait, moi, j'aime pas qu'on me vende une solution à un problème qui n'est pas réglé parce que ma phrase ne veut rien dire. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, quoi. Oui, c'est pousser la réflexion encore plus loin, c'est-à-dire qu'on aimerait que les gens se sentent bien, on aimerait que les gens se sentent beaux, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont pas forcément bien dans leur corps, ça reste un peu culpabilisant de se dire réfléchis à comment te sentir belle ou te sentir beau ou te sentir bien et ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est ça, et j'avais c'est vraiment pour moi, je le vois, je le ressens vraiment comme une injonction. Ouais. Si tu te sens pas bien dans ton corps et bien dans ta peau, c'est que c'est quelque chose t'as pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Alors que non. Oui, voilà. Et puis en plus, je sais pas. C'est pas un discours que j'ai envie d'avoir, quoi. Et donc, comment est-ce que t'as axé, toi, ta communication? Franchement, c'est un truc avec lequel je galère. Non, mais c'est vrai, je galère et en fait, j'ai décidé de pas me prendre la tête là-dessus, dans le sens où, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? En fait, c'est de montrer que on peut avoir des corps divers et variés, et porter de la lingerie qui te plaît et dans laquelle tu te sens bien, dans le sens tu te sens confortable. Oui. Tu vois. Et voilà, et ça s'arrête là en fait. Si on en tire plus, tant mieux, et si on n'en tire pas plus, tant pis, quoi. C'est pas grave. Ouais, voilà, ça, c'est pas une culotte qui va régler tous tes soucis et
Ça serait chouette. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça serait bien, mais oui, en fait, moi, je galère avec la communication parce que, en fait, bah déjà, quand t'es entrepreneur et que t'as ta boîte, tu peux pas avoir toutes les casquettes. C'est ça. Et moi, la communication, c'est pas du tout mon fort, mais du coup, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Et en fait, c'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion de, en fait, moi, je vais pas essayer de vendre une image, quoi. Tu vois, j'arrive pas à le faire, je me sens pas à l'aise de le faire, donc je ne vais pas le faire. J'essaye juste d'être réglo avec mes propres valeurs quand je mets quelque chose de public. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, si je dois montrer des gens, je vais montrer des gens variés. Si je dois parler d'un sujet, je vais parler de ce que je pense vraiment et essayer d'être fidèle à mes valeurs sans en faire tout un pataquès, j'espère. c'est non mais enfin tu vois c'est au-delà de pour moi c'est important d'être j'appelle ça être droit dans ses bottes, tu vois, dans le sens où tes valeurs et ce que tu dis, c'est ce que tu fais aussi. Complètement. Et donc pour moi c'est aussi c'est pas que dans la communication en fait, c'est aussi dans par exemple je sors pas beaucoup de patrons par an. Ouais. Parce que d'une part j'ai pas le temps d'en sortir beaucoup, mais aussi je pense pas que t'aies besoin de 4 maillots de bain par an, tu vois. Et quand même, ça dépend où t'habites. Non, je rigole. Non, oui, c'est clair, ça dépend où t'habites. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin chaque année de coudre 4 nouveaux maillots de bain. Donc, mais bien sûr. Tu vois, cette année, je vais pas sortir de patron de maillot de bain parce que j'en ai sorti un l'an dernier, que je trouve toujours chouette. Je l'aime beaucoup. Et moi, tu vois, je pense que la surconsommation de textiles, de vêtements ou de tissus, c'est un problème. Et du coup, si je sors 5 patrons par mois, tout en disant à côté, attention, il faut pas utiliser trop de tissus et se coudre trop de vêtements, c'est pas cohérent, quoi. Non, il y a une forme de... Tout à fait, c'est pas aligné, parce que si tu proposes des nouvelles choses, les gens, l'idée c'est de les faire acheter ton patron, et donc d'aller acheter du nouveau tissu pour le faire, et donc c'est pas aligné, forcément. Oui, après, tu vois, ça pourrait être aussi, moi je vous propose 5 patrons, et puis c'est à vous, en tant que consommateur, de choisir lequel vous plaît. Ça peut aussi être comme ça, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui sortent beaucoup de patrons. C'est pas forcément un problème. Je pense que c'est, pour avoir discuté sur les salons ou au quotidien avec des créateurs ou des créatrices, c'est vraiment un questionnement, c'est-à-dire que quel est notre rôle et quelle est notre place et comment on est aligné avec nos valeurs quand l'idée c'est que de faire en sorte que les gens t'achètent quelque chose pour que ça te permette de vivre de ce qui toi te fait kiffer de ton entreprise. Et en même temps dire non, consommer moins ou consommer de manière raisonnable et de se dire en quoi je participe à ça et quelle est ma place justement dans ce monde où peut-être on pourrait moins consommer, quoi. Oui, c'est compliqué. Après, faut pas non plus, je pense que on peut pas non plus être parfait et tout le temps tout le temps super aligné avec toutes tes convictions parce qu'on n'est pas des super humains. Non. C'est normal aussi des fois de dire oui, ça c'est pas ce que je préférerais faire, mais à un moment il faut que je mange et que tu vois et que je paye mon loyer ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est essayer d'être le plus en accord possible, mais c'est pas évident. Et pour en avoir effectivement parlé avec d'autres aussi créateurs de patrons, c'est un vrai questionnement. Et puis surtout que tu peux pas, tu ne maîtrises pas tout parce que tu ne maîtrises pas la manière dont les gens consomment tes produits, quoi que tu fasses. Tout à fait. Du coup, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est une réflexion intéressante parce que tu vois des choses qui sont pour moi évidentes maintenant, l'étaient pas du tout il y a quelques années. Du coup, c'est un chemin. Je trouve ça chouette aussi de tout, voilà, de se questionner, de s'interroger, puis de t'améliorer, des fois de revenir en arrière sur des choses. Oui, on a le droit de se tromper aussi. Hein. Oui, voilà, puis d'essayer des trucs, puis ça marche pas, puis c'est pas grave, on réessaye, on retente autre chose. Est-ce que toi d'ailleurs, donc tu vends des patrons, est-ce que tu vends des kits des fois? De temps en temps. Donc je pense qu'on est assez clair sur on n'en a pas parlé, mais l'avantage d'un kit, c'est qu'il y a toutes les fournitures et la particularité de la lingerie. Autant c'est rapide, c'est petit, ça se fait bien, mais en fait, il y a une multitude de fournitures pour une seule pièce, en tout cas en soutien-gorge, au moins. Ouais. Il y en a plusieurs aussi sur la culotte, et souvent ce sont des matières qui sont un petit peu plus techniques
qu'en couture classique de vêtements. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, t'envisages la question des matières au sein de tes ateliers et comment est-ce que tu conseilles? J'imagine que tu as beaucoup de questions de tes clients-clientes. Comment ça se passe? Alors déjà, truc de base, en lingerie et en couture de manière générale, mais quand vous avez un patron et qu'on vous dit qu'il faut prendre un tissu avec ou sans élasticité, il faut absolument respecter ça, c'est le truc primordial parce que les patrons pour tissu extensible, ils sont prévus pour une élasticité particulière et du coup de prendre quelque chose de plus ou moins extensible, ça fait que le patron juste il ira pas. C'est ça. Donc déjà voilà, ça c'est super important. Après pour les soutiens-gorge avec armature, généralement c'est là que ça devient plus technique. Souvent pour les soutiens-gorge sans armature, on est sur des tissus extensibles. Donc si tu choisis des tissus avec l'élasticité recommandée, ça va bien se passer. Pour les soutiens-gorge avec armature, c'est des tissus qui sont effectivement plus techniques et souvent c'est ça qui fait un petit peu peur. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un soutien-gorge avec armature, tout ce qui est dehors, le tissu extérieur, c'est pour faire joli. Donc vous pouvez un peu prendre ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est les doublures. Donc c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit et donc bien choisir les tissus qui sont recommandés par le patron. Et généralement, on a 3 matières, voire 2 principales. Donc c'est la première, ça va être le PowerNet, qui est un tulle extensible mais très ferme qu'on va utiliser pour le dos, le soutien-gorge. Ensuite, on va utiliser généralement un tissu très 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 stable pour tout ce qui est la basque. Donc la basque, c'est tout ce qui est sous les bonnets du soutien-gorge, devant. Donc là, on veut un tissu très stable parce qu'en fait, les armatures, elles vont venir tirer sur cette partie-là. Et si on a un tissu qui n'est pas stable, les armatures, elles vont pas bien se placer. Du coup, le galbe, il va pas être là et le maintien, il va pas être là. D'accord. Donc pour cette partie-là, généralement, on recommande un tissu qui s'appelle de la marquisette. D'accord. Qui est donc un tissu très fin spécial pour la lingerie, donc très fin et très stable. On peut utiliser d'autres choses. On peut aussi utiliser des tulles bloqués, donc qui sont un tulle pour la lingerie qui va être bloqué dans les deux sens, comme on l'appelle. On peut utiliser du tulle qui n'est pas bloqué et l'utiliser en double couche pour faire quelque chose de plus solide. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ça reste des matières spéciales lingerie. Il y a plusieurs possibilités. Et le dernier tissu qu'on va utiliser, c'est pour doubler les bonnets. Et là, ça va dépendre un petit peu du patron et des préférences personnelles. Il y a beaucoup de gens qui recommandent d'utiliser de la marquisette pour les bonnets. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve ça trop raide. Mais après, voilà, chacun ses préférences. On va utiliser également du tulle bloqué ou du tulle doux. Ouais. Voilà, pour les tissus, ça s'arrête là, ça en fait quand même déjà 2 ou 3 selon selon ce que tu utilises pour la basque et les bonnets. Mais par exemple, pour simplifier la vie, moi, la plupart du temps, quand je fais des soutiens-gorge à armature, je n'utilise pas de marquisette parce que j'aime pas la marquisette pour les bonnets. Et ça me gonfle d'acheter de la marquisette juste pour la basque. En fait, je prends du tulle, j'achète un tulle qui est un tulle lingerie, donc un tulle doux, sans élasticité, qui est bloqué, donc il est vraiment très stable. Et donc, il fait le même job que la marquisette. Et il reste assez souple pour les bonnets. Du coup, ça te permet, de dire, j'ai que 2 tissus techniques au lieu de 3. C'est quand même pas... Et quitte à les utiliser en double couche si tu veux plus de maintien, parce que comme le tulle, ça reste extrêmement fin, ça va pas te faire trop de surépaisseur de l'utiliser à double, quoi. Ouais. Bien sûr. Après, en plus de ça, là, souvent, c'est des coloris assez bateaux, tu vois, c'est du blanc, c'est du noir, c'est du beige, éventuellement du rouge ou bleu, tu vois. C'est un peu un petit investissement de matériaux au début, mais après t'as ton petit fond de roulement. D'accord. Après, il n'y a pas que les tissus, il y a les élastiques aussi, qui viennent jouer dans ça. Donc c'est aussi des critères à prendre en compte. Donc l'idée des kits. En fait, moi je trouve que les kits c'est intéressant quand tu débutes parce que ça te permet de voir qu'est-ce qu'il faut avoir pour quels endroits. Et une fois que t'as compris le rôle de chaque tissu et de chaque élastique, tu vas pouvoir par toi-même te dire ok là je vais plutôt prendre ce tissu-là, je vais acheter ça, voilà. Oui, on va pouvoir improviser mais avec une base et avec des informations déjà, quoi.
Voilà, tu vas savoir, ah ok, bah voilà, pour les sous-bras, j'ai toujours, tu vois, dans les kits, il y a des élastiques un petit peu fermes, bon bah voilà, je sais que c'est ce genre d'élastique-là qu'il me faut pour les sous-bras. Hmm. C'est un petit guide. Après, et après, tu peux te lancer seul là-dedans. Et puis, des fois, je dis que t'as pas envie, et enfin, c'est plus simple pour toi d'avoir un kit, et puis, parce que tu veux pas te prendre la tête, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toi, tu guides beaucoup tes clients comme ça? Tes clientes et tes clients? Bah, disons quand quand je fais un atelier, du coup, je leur prévois des kits, tu Ouais. vois. Du coup, dans ces cas-là, au début de l'atelier, je fais toujours un petit brief sur vous avez ça dans votre kit, pourquoi vous avez ça, Mhm. et à quoi ça sert, à quel endroit ça va, qu'est-ce que vous pouvez prendre à la place. Parce que là, on a les matières sous les mains, c'est beaucoup plus facile. Je les soutiens-gorge. Ah ben voilà, sur celui-là, dans ton kit, tu as tel style d'élastique. Regarde sur ce soutien-gorge là. Bah, des fois, j'ai utilisé un autre. Ouais. Il a pas la même tête, mais il remplit la même fonction. Oui. Du coup, tu pourras utiliser n'importe quel élastique que tu veux, tant que tu vois qu'il a cette largeur-là et qu'il a cette fermeté-là. Après, qu'il soit droit, qu'il ait des picots, qu'il ait de la dentelle, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, c'est esthétique. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as vu des évolutions sur la fourniture de lingerie, en fait? Parce que tu disais qu'il y avait déjà pas beaucoup de patrons au départ. Moi, je pense qu'il y a aussi une évolution. Est-ce que tu la sens et est-ce que ça joue sur toi la façon dont les gens appréhendent la lingerie, enfin la réalisation personnelle de lingerie aujourd'hui? Mais complètement. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire de la lingerie, il y avait pas de, je crois qu'il y avait pas de, déjà, il y avait pas de boutique spécialisée lingerie en France, très Mmh. clairement. J'ai acheté la plupart des trucs, enfin, en Angleterre ou aux États-Unis, tu vois. Ouais. Ah ouais, le truc le plus absurde, les armatures que j'achète, elles sont fabriquées à côté de Lyon, donc juste à côté de chez moi. Ouais. Donc maintenant, j'ai le volume pour les acheter directement chez le fabricant, pas de souci. Mais avant ça, du coup, il y avait des merceries en France qui avaient décidé d'en vendre pas longtemps avant. Mais à un moment, il n'y en avait pas du tout en France. Et du coup, les armatures qui sont fabriquées à moins de 100 km de chez moi, je devais les acheter au détail aux États-Unis. Du C'est coup, fou. j'étais là, c'était complètement absurde. Mais du coup, heureusement, rapidement, il y avait Barbara, je fais mes dessous, qui avait ouvert sa mercerie. Du coup, j'ai fait des armatures à elle, qui était quand même bien plus pratique. Et du coup, oui, clairement, il y a eu une grosse évolution parce que moi, oui, ouais, il y a quelques années, il y avait rien, il y avait vite fait. Des fois, tu trouvais des dentelles, des choses comme ça, un peu au petit bonheur à la chance sur Internet. Pareil pour les élastiques, mais c'était vraiment, c'était le choix était pauvre. Ouais. Et là, bah, du coup, maintenant, on a quand même, déjà, il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal, il y a quelques boutiques spécialisées lingerie, Mmh. qui sont ouvertes. Et il y a pas mal de merceries qui proposent des tissus lingerie. Alors, ils ont jamais un choix délirant, mais bon, t'as des produits de base, t'as des élastiques de base, t'as des tissus de base. Bon, ben, c'est très bien pour commencer, quoi. Mmh. Et t'as dû justement sur ton blog, t'as un site régulièrement mis à jour avec les fournitures, c'est ça? J'ai cru voir ça. Ouais, moi j'ai un article sur mon site où je mets les boutiques que j'aime bien, alors qui est régulièrement mis à jour. Je pense que ça doit faire plus d'un an que je ne l'ai pas mis à jour, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé, tout ce qui était dedans était encore existant Bon, et toujours correct. Après, il y a peut-être des nouvelles boutiques qui sont apparues et que je n'ai pas rajoutées dedans, mais ça sera pour dans un an. ça, ça sera pour dans un an. Après, voilà, c'est pas une liste exhaustive, c'est la liste des endroits où j'ai déjà commandé, en fait. Oui, donc c'est validé, testé. Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il y a d'autres adresses, mais du coup, voilà, hein, si vous avez des boutiques que vous avez bien aimées, ou vous commandez régulièrement et qui sont pas dans cette liste, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je les rajouterai en précisant, j'ai pas commandé, mais on me l'a recommandé. Très bien. Donc je mettrai bien l'article à disposition sur les notes pour qu'on puisse s'y référer si nécessaire. Suite à tout ça, tu as fait un livre. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre sur la lingerie? En fait, alors tu vois, c'est ce que je te disais au début. Déjà, moi, d'expliquer comment je fais les choses, c'est une manière pour moi de les enregistrer et de vérifier que je les sais.
Du coup, c'est un peu un projet que j'ai depuis le début que je fais de la lingerie, si tu veux. Oui. Dans le sens où à chaque fois je me dis, ah ben tiens, ça j'aurais bien aimé avoir un livre où on m'explique ça, où on m'explique ça, ou ça. Du coup, c'est un projet qui était en ma tête depuis des années et des années. Donc j'avais un petit dossier sur mon ordinateur où de temps en temps je mettais des choses, des idées de, tu vois, de table des matières, ou ah tiens, ce serait cool qu'il y ait un petit passage sur ça. Et en Génial. fait, ouais. Et en fait, ça a démarré vraiment quand, en fait, c'est Carmen Bouchard qui écrivait un livre d'édition La Plage, Ouais. qui a fait un patron sur une robe, et en fait, c'est une robe qu'elle propose en plusieurs tailles de bonnet, tu vois. D'accord. Du coup, je l'ai aidé à développer les différentes tailles de bonnet pour son livre qui est édité aux éditions La Plage. Et puis du coup, vu que j'étais en contact avec la maison d'édition par rapport à ça, je me suis dit bon, je vais leur demander si ça les intéresse, un livre sur la lingerie. Et il s'avérait que ça les intéressait carrément. Donc et qu'en plus de ça, c'était le début du premier confinement, donc j'avais vraiment rien d'autre à faire que de travailler là-dessus. Bon. Vu que je faisais pas d'atelier. Tout à fait. Et voilà, et du coup ça a commencé comme ça. Du coup je leur ai proposé une ébauche je leur ai fait un mood board avec comment je voyais le livre, avec qu'est-ce qui le contenu, ce genre de choses. Et puis ça les a emballés et voilà. Puis après ça a pris du temps parce que ça a été repoussé plusieurs fois à la sortie parce que du coup je sais même plus pourquoi, mais juste parce qu'il y a eu le Covid au milieu qui a Tout chamboulé. tout mis sens de. Du coup, j'ai eu le temps de bien travailler dessus pendant très longtemps, ce qui était presque un problème à la fin, parce que moi, si tu me donnes 6 mois pour travailler sur un truc, je vais travailler pendant 6 mois, mais si tu me donnes 2 ans, je vais travailler pendant 2 ans dessus. À la fin, j'en avais moi-même marre de travailler dessus, et j'ai là, qu'on me donne une date de sortie, que j'arrête de travailler sur ça, parce que s'il n'était pas sorti, je serais encore en train de travailler dessus, quoi. En fait, l'idée que j'avais, c'était de faire en fait, moi, j'ai regardé qu'est-ce que c'est les livres de couture que j'aime bien. Et en fait, moi, les livres de couture que j'aime bien, c'est, s'il y a des patrons, c'est avec des patrons qui sont pas forcément des trucs super tendance, mais des trucs basiques que je vais pouvoir décliner moi-même. Oui. Où ça me fait tu vois, mes bases. Donc, je voulais vraiment faire des patrons, un peu ta garde-robe, lingerie, voilà, de base, avec des modèles temporels que tu puisses après décliner. Ouais. Et surtout que ce soit un livre en fait, sur lequel t'es ton petit, sur lequel tu reviennes quand t'as une question technique. Tu vois, attends, je sais, quel que soit le patron que tu utilises ou quoi que ce soit que tu fasses, attends, je me souviens plus, c'est quoi, les élastiques qu'il faut pour coudre, sur un soutien-gorge, sur les sous-bras. Ouais. Attends, comment on fait un gousset en fourreau déjà? Ah ben voilà, tu vois. Du coup, ça, c'est, tu prends ton livre, tu cherches, ah ben voilà, les goussets en fourreau, c'est comme ça, coudre les élastiques à picot, c'est comme ça. Toutes les questions que toi tu t'étais posées à un moment et tu disais j'avais des questions peut-être parfois bêtes mais en même temps j'avais pas de livre pour y répondre, et t'as essayé de répondre à tout ça en fait. C'est ça. Après tu peux jamais répondre à tout, non, mais bien sûr. c'est un peu mon. Mais en fait je me sers moi-même de mon livre de temps en temps, dans le sens où du coup c'est aussi un moyen de mettre à plat tes manières de faire et tes techniques, les réglages des machines, etc. Tout à fait. Et du coup des fois je suis attends, comment je fais ça déjà? Ah bah attends, je vais regarder dans le livre parce que je sais que ça je l'ai mesuré, je l'ai posé, et du coup c'est bon. Oui, parce que finalement on garde pas en tête toujours tous les questions très techniques ou les points techniques, et eux ils n'étaient pas la première à me dire ça. Je me souviens plus de qui m'avait dit ça aussi. Je prends mon livre pour m'y référer, et je trouve ça génial en fait. Ça veut dire qu'on a bien bossé un moment et qu'on peut laisser la charge mentale du cerveau aller en se disant j'ai écrit un bouquin dessus, donc c'est bon. Ah, exactement ça, tu vois, c'est mes mémos, c'est mes propres mémos techniques, quoi. Bon, ce qui est plutôt un très bon signe pour ceux qui l'acquièrent, en se disant c'est plutôt bien fait, parce que même la créatrice y revient régulièrement, quoi. C'est ça. Oui, c'est clair, si je voudrais plus jamais l'ouvrir, je me dirais mince, c'est un souci, quoi. C'est ça. Justement, pour présenter tes patrons, déjà pour les préparer, comment tu fais? C'est toi qui testes toutes les tailles? T'as des gens qui les testent pour toi? Tu les testes sur des corps différents? Comment ça se passe, les questions de test chez toi? Et en fait, ça dépend du patron, parce que par exemple, un patron de culotte, ça va être quand même plus simple qu'à mettre au point que par exemple un patron de body. Oui. Parce que t'as plus de paramètres à prendre en compte. Donc
Généralement, ce que je fais, c'est que je fais le patron de base ou dans ma taille ou dans une taille de la taille de mon mannequin. Euh, je le teste dans les deux tailles, enfin dans la taille du petit mannequin et dans ma taille à moi. Après, je grade. Si c'est des trucs simples, je demande, tu vois, je fais, puis je demande à une copine qui passe, ah, attends, viens ici, viens essayer ça, tu vois, pour vérifier que bon, dans les petites tailles, dans les grandes tailles, ça passe. Ouais. Après, je développe le patron et puis je le fais tester à des couturières, donc on teste de patron classique. Généralement, je modifie toujours au moins un petit peu le patron après ça. Après, quand c'est des patrons un petit peu plus élaborés, je fonctionne un peu différemment. Oui. C'est que du coup, par exemple là, pour le maillot de bain que j'avais fait là cet été, enfin l'été dernier du coup, donc le point de départ est le même, c'est que je fais le patron dans la taille, je le fais en 38, je le grade jusqu'au 40, 42 qui est ma taille. Ça me permet aussi de vérifier que ma gradation est vaguement correcte, parce que bon, sur juste une ou deux tailles de différence, tu vois pas encore le plus gros des erreurs, mais tu vois la tendance générale. Et après, ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai gradé dans d'autres tailles, et en fait, je l'ai envoyé à des testeuses, mais à pas beaucoup. Mais par contre, j'avais quasiment pas fait le livret et tout ça, et là, du coup, c'est des testeuses des fois que je rémunère, dans le sens où il y a un vrai boulot de test et de confection où elles se prennent plus la tête, parce que déjà c'est des pièces plus compliquées. Ouais. Mais le patron, il n'est pas forcément hyper abouti. Du coup, tu vois, j'ai vraiment besoin de retour par rapport à est-ce que quel ajustement tu as fait pour que le patron taille, qu'est-ce que tu en penses, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées de montage, parce que dans ces cas-là, je leur envoie pas encore le livret finalisé parce que je préfère finaliser le patron d'abord. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de travail de couture de leur part. Ouais, c'est pas juste un test d'un truc fini, c'est vraiment un travail Ah ouais, c'est vraiment d'essai-erreur. ouais, c'est un truc d'essai-erreur où du coup bah tu vois, elle m'envoie des photos dans un sens particulier. Enfin voilà, il y a un petit peu plus d'implication, si je puis dire. Et puis c'est des pièces plus compliquées, donc ce qui prennent plus de temps aussi. Et du coup là, dans ces cas-là, c'est d'après ces retours, voilà, je modifie les patrons. Oui. Et après, généralement, je refais encore un test général à la fin pour être sûr que tout va bien ou pas. Et des fois, bah, je reprends, bah, tu vois, là, par exemple, là, je vais sortir un patron d'une culotte et d'un soutien-gorge triangle. Et alors, le soutien-gorge triangle, c'était peut-être un truc super simple, mais ça a été le truc le plus prise de tête pour moi à faire. Ah. Parce que, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux ajuster et corriger tes erreurs. Et donc, du coup, si tu corriges, tu modifies un truc à un endroit, bah, c'est l'autre pièce qui va plus. Enfin, bref. Grosse prise de tête. Du coup, en fait, ce que j'ai fait là, c'est que bah, j'avais fait mon truc habituel je vérifie sur petite taille, moyenne taille et grande taille que ça va. Et après, du coup, je développe le patron de manière plus poussée et je l'envoie pour test en me disant, bon, je vais avoir 2-3 petites choses à modifier, mais pas trop. Et en fait, il s'avère que là, bah, pour le coup, sur la moitié des gens, il y a la moitié, ça allait parfaitement et la moitié, ça n'allait pas du tout. Tu vois, c'était extrêmement clivant. Donc, du coup, dans ces cas-là, t'es là, bon, on remet les choses à plat, on reprend le patron du début. Parce que tu peux pas non plus modifier à l'infini, quoi. À un moment, t'es là, mais même moi, j'ai perdu le fil de qu'est-ce que j'ai modifié, je sais. Des fois, ça va, et t'es là, mais en fait, si je ne sais pas pourquoi ça va, il y a un problème, tu vois. Ah oui, c'est compliqué aussi. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Du coup, bah là, par exemple, sur ce fameux soutien-gorge triangle, je suis repartie de zéro. Du coup, j'ai fini par comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas, donc c'est bon. Ouf. Ça sortira quand? Ouais, voilà, je vois le tunnel. La culotte, elle sort le 17 avril, ça c'est sûr, et le patron le soutien-gorge peut-être une quinzaine de jours plus tard. D'accord. Donc, bah, à peu près quand sortira le podcast, quoi. Ah, ben voilà. Bon, ben, je vais essayer de le sortir pour le 28, alors. Du coup, ça me donne une deadline. Une deadline. Ouais. Après, pour les photos, tu prends des mannequins, tu utilises toi-même, tu demandes à des copines, c'est toi qui prends les photos, tu fais faire les photos, comment ça se passe pour la mise en image de tout ça? Alors, après, c'est moi qui prends les photos pour Instagram, tu vois, de petites choses. Après, quand c'est des photos pour une sortie de patron où tu fais un vrai shooting avec des gens,
Je prends une photographe qui est une amie à moi qui est photographe qui a aussi fait des photos pour le livre. Donc déjà j'aime beaucoup son travail et puis je lui fais totalement confiance. Du coup, vous êtes c'est elle qui est là à chaque fois. Et pour les modèles, en fait, ça dépend. C'est ou des copines à moi, tu vois, avec qui on a déjà parlé, elles m'ont dit, ah, mais j'aimerais trop poser pour toi un jour, ou c'est moi qui leur ai dit, j'aimerais trop que tu poses pour moi un jour. Des fois, c'est Pascal, qui est la photographe, qui me dit, ah, mais attends, l'autre jour, j'ai fait un shooting avec telle personne, ça serait trop bien, ou qu'il y a une copine à elle aussi qui me dit, ah, mais il y a machin, on en a parlé, elle serait trop motivée pour faire des photos avec nous. Enfin voilà, c'est assez varié. Ça m'est déjà arrivé aussi de trouver des gens, par exemple, sur Instagram, tu sais, des gens qui ont des comptes modèles photos, où je suis là, cette personne-là, j'adore ses photos, j'adore ses images. Ouais, voilà. C'est assez varié et généralement c'est plus, tiens, c'est cette personne-là qui m'inspire un truc, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, c'était là, j'ai envie de mettre cette personne-là en image. Super. Et justement, l'inspiration pour la création des patrons, comment ça se passe? Très souvent finalement ça vient d'une demande où je me dis ah ouais ça serait cool, tu vois, par exemple je sais pas, en atelier où ça revient souvent par exemple pour le body que j'avais fait là, le body Pandore. C'est parce que tout le temps dans les ateliers, les filles me disaient, ah, tiens, pourquoi tu fais pas un patron de body? J'aimerais trop un patron de body avec de la dentelle et tout. Et du coup, t'es là, ah, ouais, tiens, pourquoi pas? Puis du coup, je commence à faire des petites recherches. Et puis des fois, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Et des fois, l'idée, elle prend et ça continue. Des fois, c'est tout simplement, j'ai envie de sortir un nouveau patron de soutien-gorge sans armature. Du coup, je vais y réfléchir. Je vais faire mes petites recherches, je vais faire des essais, des choses comme ça. Des fois, c'est une contrainte technique. Ou par exemple, ça c'était plus pour la culotte Orion, tu vois, qui est une culotte tout en dentelle. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir un patron de culotte qui utilise que de la dentelle festonnée. Ouais. Et voilà. Enfin moi, je fonctionne souvent ou par demande ou par contrainte technique. Ouais. Tu vois, c'est rarement une envie je sais pas comment dire, de style ou de tendance. Tu vois, ça c'est plus quelque chose qui vient après. C'est plus j'ai envie d'une culotte tout en dentelle. Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être beau, qu'est-ce qui va être joli, tu vois. Oui. Ça c'est la deuxième étape. Comment on la met en image, quoi. Du coup après, ouais, voilà, c'est ça. Après du coup, je vais faire des dessins. Alors moi je suis pas une super dessinatrice. Après je dessine suffisamment bien pour que moi je comprenne ce que je fais et que ça me parle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, en fait, la différence entre ce que tu as en tête et ce qui est concrètement possible, souvent t'as un fossé entre les deux. Oui. Du coup, t'es un peu obligé de passer par l'étape du dessin pour visualiser tes propres idées et te rendre compte que non, effectivement, je peux pas faire un truc qui est couvrant devant et pas derrière. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Parce que du coup, la couture de côté, il faut qu'elle fasse quand même une longueur fixe. Du coup, t'as une contrainte technique à cet endroit-là. Oui. Du coup, voilà, je fais des dessins. Après, je fais un premier patron. Je fais des prototypes. Je revois mon patron. Voilà, c'est beaucoup d'aller-retour entre prototype, patron, prototype, patron, prototype, patron. Jusqu'à arriver à quelque chose qui me plaise. Et en fait, c'est marrant, souvent, je sais plus avec qui j'en parlais. Mais en fait, souvent, moi, j'ai besoin d'aller trop loin pour revenir en arrière. En fait, je fais des modifs. Et à un moment, je me rends compte que je suis allée trop loin dans mes corrections. Oui. Tu vois, du coup, je n'améliore plus, je dégrade. Oui. Et du coup, je dois revenir une ou deux étapes en arrière. Et en fait, c'était là le bon point. C'était là le bon point, exactement. Oui, on le voit bien en patron, enfin en couture de vêtements plus classiques où des fois on a envie de twister parce que on aimerait améliorer ceci, améliorer cela, améliorer ceci, puis au bout d'un moment en fait on a perdu la base, on revient au départ, on fait 2-3 modifications et finalement ça suffisait, quoi. Oui, mais des fois t'as besoin de voir jusqu'où tu peux aller pour voir que tu pouvais pas y aller. Tu vois, c'est Tout à fait. Non, mais c'est la personne à qui j'en parlais qui m'avait dit oui, c'est normal, t'as besoin de voir
ce qui marche pas pour être sûr de ce qui marche. Et j'étais là, ah bah oui, c'est une manière de voir les choses aussi. C'est ça, oui, ça doit être suivant les fonctionnements de chacun. T'as participé au début de l'année à des défis lingerie, à des mois ou des semaines de défis lingerie. Comment c'est venu et qu'est-ce que ça t'apporte à toi ou à la communauté à laquelle tu appartiens ou enfin à toutes les personnes qui font de la lingerie? Comment tu le ressens toi sur ton travail et sur le réseau de gens avec qui tu communiques? Et ben en fait c'est venu parce qu'avec plusieurs personnes qui sont dans l'univers de la lingerie, donc que ce soit ou d'autres créateurs de patrons ou des merceries ou tout simplement des gens qui aiment faire de la lingerie, qu'il y a il y a une vraie appréhension à se lancer dans la lingerie. Il y a un truc de ça a l'air hyper compliqué tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que les défis sur Instagram, ça permet à pas mal de gens de se motiver, de se lancer, de se dire ah bon bah voilà, au lieu de repousser indéfiniment en février il y a un défi, bon bah je vais le tenter. Ça permet aussi bah, justement de montrer, pour les gens qui sont plus habitués, de se dire ah bah c'est le moment où je vais essayer de motiver celles qui n'osent pas trop et de montrer ce que je fais ou de partager mes petites astuces et puis voilà. Puis aussi je trouve que de faire des petits concours avec des petits lots à gagner, ça fait c'est la petite carotte pour se lancer, pour se dire ah ben voilà tu vois. Ouais. C'est le bon moment, puis en plus si ça plaît ce que je fais, je vais avoir un petit cadeau, donc j'y vais quoi. Et justement le rapport avec les autres personnes qui travaillent dans l'univers de la lingerie pour le do it yourself, donc ça va être d'autres créatrices de patrons ou des merceries. Comment ça se passe entre vous? Enfin il y a quelque chose de vous vous sentez ensemble, il y a vraiment une dynamique ou comment ça se passe? Bah écoute, c'est plutôt cool. C'est enfin en tout cas pour ma part, je sais que je discute avec plusieurs créatrices et tout ça, on se donne un peu des fois des tuyaux, tu vois, des choses comme ça. Bah tu vois par exemple la dernière fois, bah, on m'a proposé de faire des ateliers lingerie dans une région en France qui n'est pas du tout la mienne, et je me suis dit mais est-ce que c'est pas Fiti ou qui habite vers là-bas? Du coup je leur ai dit bah écoutez, moi ça m'arrange pas spécialement, mais si ça vous dit vous d'aller par là-bas, ben je vous donne le plan. Que c'était là, ben c'est pas trop vers nous, mais par contre nous on a quelqu'un qui voulait faire un atelier mais qui est pas dans notre région, et du coup bah on lui a dit d'aller de se renseigner, parce que tu fais des ateliers à Paris, tu vois. Ouais. Avec d'autres boutiques, par exemple, si moi je fais un patron, je vais leur dire bah tiens là je vais faire un patron de soutien-gorge à armature, je sais que tu vends ce modèle-là, est-ce que ça va être un truc suivi? Du coup est-ce que je peux dire à mes clientes qu'elles peuvent se fournir chez toi pour ce modèle-là? Ouais. Tu vois, on essaye pas mal d'échanger et de s'entraider, parce qu'en fait on n'est pas 50 000 à faire ça. Du coup bah autant serrer les coudes, et puis on sait tout ce que c'est d'avoir sa boîte, d'avoir une entreprise à gérer dans le milieu de la couture et du do it yourself, n'est-ce pas? Donc c'est cool d'en parler en fait. Ouais, d'avoir des collègues finalement d'une certaine façon. Ben c'est exactement ça, tu vois, de dire puis aussi des fois c'est juste bah tiens moi j'ai tel plan, j'ai été contactée par ce fournisseur là, tiens si ça vous dit, je sais qu'il a des dentelles cool, enfin tu vois, moi ça m'intéresse pas, mais peut-être que ça intéresse quelqu'un d'autre. Oui, puisque vous avez des propositions différentes ou des univers différents. Voilà, donc puis des fois puis des fois avec d'autres personnes, il y a moins de communication et c'est plus juste c'est joli ce que tu fais, enfin tu vois. Ça marche bien aussi. Ça dépend aussi finalement sûrement de la personnalité quoi en fait. Oui voilà, après moi c'est pas enfin ouais, moi je trouve ça plutôt cool de s'entraider et de communiquer entre nous quoi, c'est plutôt chouette. Bon bah super. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Eh ben super, j'espère que j'y ai répondu et que je suis pas trop partie dans des circonvolutions, je sais pas si c'est le mot qu'on dit, mais ça me paraît s'adapter. Non, je voulais m'excuser d'avance. La connexion n'était pas toujours très stable et nous en excusons. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Écoute, est-ce que tu voulais partager autre chose, nous dire autre chose de ce qui est l'essence de ton travail, tes convictions ou quelque chose, ou on a fait le tour? Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je rajouterais juste
Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de la lingerie et je vous promets que ça mord pas. Et que il faut se lancer et en fait, votre culotte, elle est moche et puis vous en referez une autre qui sera mieux. Ouais, Et dans le meilleur des cas, juste elle sera super et ça sera trop cool. ouais, tout à fait. Se lancer, c'est ce que j'espère. Voilà, exactement. Se lancer. J'ai Ouais, peur mais j'y vais. c'est ça. Bon, bah, il va falloir que je m'y mette aussi, parce que si je fais une série de 3 podcasts sur la lingerie, il y a bien un moment, il va falloir que je sois l'exemple. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Milena, pour cet entretien. Et puis, bah, écoute, bonne continuation, bons ateliers, belle rencontre avec le public, et puis à bientôt. Eh ben merci à toi et à bientôt. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Milena. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture!